Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Osons les sujets. Nouvelle année, nouvelle édition, mais finalement les objectifs restent évidemment les mêmes. On parle cash et sans tabou du secteur HLM. Alors bien sûr, les sujets de cette 4e édition s'annoncent riches compte tenu, vous le savez, du contexte géopolitique extrêmement complexe, des impacts macroéconomiques profonds, des évolutions rapides et d'amplitude des marchés financiers, sans oublier bien sûr les impacts sur le secteur HLM avec une inflation qui vient percuter ses investissements, un impact sur ses coûts de financement et des coûts énergétiques qui explosent. Et malgré ça, malgré ce contexte de crise, eh bien, nos invités répondront évidemment sans détour à toutes les questions. Ils vont se succéder tout au long de l'émission sur ce plateau. Et avec nous, à nos côtés et durant toute l'émission, Hakim Lalou. Bonjour Hakim. Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous. Et finalement, comme chaque édition, eh bien, vous aurez 2 casquettes dans cette émission, celle de coprésentateur, et j'en suis ravie évidemment, mais surtout la casquette officielle, celle du directeur innovation et stratégie groupe HLM. Et avec vous, on viendra notamment sur le sujet de la data. Avec nous également aujourd'hui, comme depuis 4 saisons, eh bien, les régions qui profitent de ce bel événement pour se retrouver ensemble. Bonjour à vous évidemment. Et justement, vous, chers internautes qui nous regardez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct sur la chaîne YouTube. Nous y répondrons en fin d'émission. Et pour ouvrir justement cette émission Osons les sujets édition 2022, eh bien, Costa Castrinidis est à nos côtés. Bonjour Costa. Bonjour Edwige. On le rappelle, bien sûr, vous êtes le directeur des prêts de la Banque des Territoires. Avec vous, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque vous portez près de 80% de la dette du secteur avec près de 170 milliards d'euros. Quel est votre regard sur cette année 2022 et surtout, quelle vision stratégique cela vous inspire-t-il ? Oui, alors nous traversons une année particulièrement singulière qui voit se superposer des crises de différentes natures. Certaines sont conjoncturelles, d'autres vont vivre avec nous sur le long terme. Nous sortons d'une crise sanitaire qui nous paraît loin, mais dont les effets ne sont pas encore aujourd'hui stabilisés. Nous sommes confrontés à un choc inflationniste lié à une crise énergétique qui est probablement la plus importante des dernières décennies. Tout ça dans un contexte macroéconomique adverse qui voit se retourner la courbe des taux et finalement qui marque la sortie d'une décennie de taux bas, ce qui va avoir des effets durables bien évidemment sur les stratégies d'investissement de tous les grands acteurs économiques. Cette période est à la fois synonyme de menace pour l'ensemble des secteurs industriels, mais elle est également porteuse d'opportunités. Je crois par exemple que la prise de conscience de l'urgence climatique et la nécessité d'accroître les investissements en matière de verdissement des économies, sujet particulièrement important pour le groupe Caisse des Dépôts, est aujourd'hui une excellente nouvelle. De la même manière, la digitalisation de nos modes de vie, de nos pratiques, va certainement également être un levier qui va nous aider à dessiner demain. Si on fait un focus sur le secteur HLM, puisque c'est bien aujourd'hui l'objet de notre émission, notre analyse est qu'il est mis au défi de conjuguer des investissements croissants en matière de verdissement du parc, réhabilitation thermique, décarbonation du parc existant, mais également de relance de la construction après des années en berne depuis 2020 en matière d'agrément. Cela signifierait un accroissement des investissements, et ce, dans le contexte macroéconomique sur lequel nous allons revenir ce matin, qui fait naître une contrainte plus forte, certainement plus extrême que ce que le secteur a connu depuis le choc de régulation de l'année 2018 avec la RLS et la loi Elan. Alors, nous allons nous attacher tout au long de cette émission à montrer que nous avons des solutions. Nous sommes le financeur pivot du secteur, notre rôle est de pouvoir l'accompagner, mais bien évidemment, il va falloir marier une turbulence de court terme avec un cap stratégique de long terme. Et pour cela, nous aurons besoin de la mobilisation de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, mais j'y reviendrai. Évidemment, effectivement, on reviendra sur tous ces sujets tout au long de cette émission. Et justement, vous êtes à nos côtés durant toute cette émission. On va revenir donc sur ce contexte complexe qui appellera de nombreux enjeux pour le secteur HLM et plus globalement, vous l'avez dit, pour la politique du logement, notamment au moment où l'apport du secteur HLM est plus que jamais évident pour soutenir la population. Et justement, eh bien, nos prochains invités vont apporter des vraies réponses, notamment sur cette question. Conjuguer le social et le vert, cap ou pas cap? Eh bien, c'est la question de cette première séquence. Et
Et le temps que nos premiers invités nous rejoignent avec eux, on va revenir sur les contraintes économiques et financières qui restent évidemment très nombreuses. En effet, les besoins du secteur HLM n'ont jamais été aussi élevés en matière de volume d'investissement d'une part, mais également en matière d'investissement vert pour répondre donc à cette fameuse urgence climatique. Alors conjuguer le social et le vert dans ce contexte, cap ou pas cap, eh bien nos invités vont répondre à cette question. Bonjour à vous deux, bienvenue sur le plateau. Pierre Laurent, vous êtes le directeur du développement de la direction des prêts. Et à vos côtés, Gwenaëlle Fégard, vous êtes la responsable des études économiques. Bonjour à vous deux et vraiment bienvenue. C'est une première pour vous, Gwenaëlle. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on se retourne vers vous, Pierre Laurent. Peut-être une première question. Le secteur HLM fait face à un contexte de marché exceptionnel depuis le début de l'année. Une AT 10 ans multipliée par 11, un taux du livret A multiplié par 4, des taux courts qui remontent successivement 3 fois depuis le début de l'année pour la BCE, des débats incessants sur l'amplitude et la longueur de la bosse d'inflation, et le secteur a besoin de visibilité. Et donc, du coup, peut-être la première question, c'est pour vous, quelles sont les perspectives macro pour le secteur HLM ? Alors c'est vrai, Hakim, l'OAT a été multiplié par 11, mais il faut relativiser, parce que ce taux s'établit aujourd'hui autour de 2,6%, ce qui n'est pas un taux anormal, surtout si l'on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Ce qui était plutôt, on va dire, une anomalie, c'était de voir des taux longs, durablement proches de zéro, voire négatifs, et ce qui a constitué une situation totalement inédite. Alors si on se place sur le strict plan des taux d'intérêt, c'est vrai que la situation n'est pas favorable, mais pour autant, elle ne présente pas un scénario de stress pour le secteur. D'abord parce que les loyers qui sont indexés à l'inflation vont compenser en partie la hausse des charges financières. D'ailleurs, on peut l'illustrer par le fait que les bailleurs sociaux, dans le passé, avec des niveaux de taux comparables à ceux que l'on attend en 2023, ont réussi à produire 100 000 logements. Donc c'est la démonstration comme quoi ce n'est pas une situation particulièrement compliquée. En revanche, et les bailleurs sociaux le savent bien parce qu'ils le vivent au quotidien, la situation macroéconomique est compliquée en ce moment parce qu'elle conjugue, Costa l'évoquait, à la fois une situation d'inflation non stabilisée qui perturbe les plans de financement, qui perturbe les marchés de travaux, qui fait dériver les charges d'exploitation et en particulier une dérive des coûts de l'énergie avec les effets que l'on connaît sur les charges des locataires qui leur entraînent une forme de désolvabilisation. Alors dans ce contexte, le point positif, c'est quand même que le scénario prévoit un retour à la normale en 2025, mais au prix d'une croissance qui va s'affaiblir. Alors justement, puisque vous en parlez, certains, et peut-être même ceux qui nous regardent, doutent du caractère conjoncturel de la bosse de l'inflation. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors, en matière de scénario économique, il faut rester humble. Et la période actuelle nous le rappelle. Personne n'anticipait ce que l'on est en train de vivre il y a ne serait-ce qu'un an. Alors, ce que l'on peut dire sur le scénario de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, c'est que c'est un scénario qui s'inscrit dans le consensus, donc dans la moyenne des prévisions. Donc, ce n'est pas un scénario extrême. Et en outre, il est aussi assez aligné avec ce qu'anticipent les marchés financiers. Alors pour autant, il faut rester prudent, tout le monde peut se tromper, et l'on peut imaginer d'autres scénarios, mais dans ce cas-là, il faut les envisager dans leur globalité et pas isoler une variable comme l'inflation ou le livret A, mais bien regarder quelque chose de plus global, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Alors justement, Pierre Laurent, vous venez de parler du taux du livret A. On sait que le taux du livret A va continuer à augmenter. Cela va avoir un ensemble d'impacts. Et pour en identifier peut-être un seul, notamment impacter directement l'autofinancement du secteur, avec un certain nombre de bailleurs qui vont passer sous le seuil réglementaire des 3%, voire pour certains en territoire négatif. Est-ce que cela vous alerte ? Alors, rappelons tout d'abord que le livret A, c'est un index qui est composé pour moitié d'inflation et pour moitié de taux court terme. Alors, ce que l'on sait déjà en 2022, c'est que l'inflation observée et les anticipations de taux courts vont entraîner une nouvelle hausse du livret A en 2023. Alors oui, la remontée rapide donc des taux et de l'inflation va avoir un impact sur les résultats des bailleurs, sur leur autofinancement. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cet impact fort sera avant tout un impact comptable. Alors ce n'est pas neutre, mais les équilibres économiques et la situation de trésorerie sera préservée. Alors cela s'explique essentiellement par le fait que la dette qui a été octroyée auprès des bailleurs
l'a été avec un mécanisme dit de double révisabilité qui conduit à lisser les annuités payées de remboursement en situation de hausse de taux. Et donc ça évite le stress de liquidité que j'évoquais. Alors les ratios comptables vont se dégrader, ça c'est certain, mais le secteur conserve sa capacité d'action et sa capacité d'investissement grâce à une situation bilancielle qui est extrêmement saine. Mais alors, face à l'inflation, à des coûts aussi qui augmentent rapidement, les loyers eux, ne vont pas pouvoir suivre la même pente finalement. Alors oui, certes, mais comme je le disais, la double révisabilité des prêts, donc vient lisser ces annuités et donc neutralise en partie le phénomène. Mais en matière de recettes, vous le savez, les loyers constituent les recettes essentielles des bailleurs. Et donc là, il y a 2 messages à retenir. Le premier, c'est que ces recettes se capitalisent avec l'IRL, avec l'augmentation des loyers. Alors ça, c'est un point important parce que lorsque les coûts financiers vont refluer avec la baisse des taux, c'est ce que nous enseigne le scénario, ces loyers, grâce à leur capitalisation, vont constituer un phénomène de rattrapage. Donc il faut être un petit peu patient, mais c'est un point important. Le second, c'est qu'il faudra vraiment que les bailleurs veillent à appliquer la totalité de l'IRL, de l'augmentation de l'IRL possible, sans quoi ça constitue des pertes de revenus qui ne sont pas rattrapables. Donc ça, c'est un point d'attention auquel il faudra vraiment veiller. Et enfin, les bailleurs, comme toute activité économique, vont devoir dans la période veiller à maîtriser leurs charges d'exploitation. Peut-être Edwige, une dernière question sur cette partie. Pierre Laurent, dans le contexte que vous décrivez, que dites-vous à ceux qui jusqu'ici ont prôné des financements de marché pour le secteur HLM ? Alors je dirais que là encore, le modèle de financement sur fonds d'épargne va prouver sa grande stabilité et son agilité. Alors sa grande stabilité parce qu'il va pouvoir fournir massivement, sans limitation de montant, des prêts à très long terme, ce que ne fait pas le marché aujourd'hui. Ensuite, sa grande agilité parce que, par exemple, on met en marché en ce moment le prêt Orizen qui propose une période de fixité de 5 ans sur les 5 premières années, permettant d'enjamber cette période particulièrement troublée en termes de taux d'intérêt. Et enfin, c'est peut-être le point essentiel, c'est qu'avec la normalisation des courbes de taux d'intérêt, les prêts indexés sur livret A retrouvent leur compétitivité par rapport au financement de marché. Alors avec vous, Pierre Laurent, on découvre donc cette vision partagée sur le cadrage macroéconomique pour le secteur. Mais face à ce contexte complexe et anxiogène, bien sûr, sur le fond de l'inflation, de l'évolution des taux, de l'augmentation du coût de l'énergie, évidemment, les internautes s'interrogent et veulent savoir, on vous entend derrière les écrans, le secteur va-t-il résister? Gwenaëlle Fégard, quelle est votre analyse finalement, vous, en tant que responsable des études économiques? Alors, pour apporter un éclairage sur cette question, on peut parler de l'étude Perspective, qui est réalisée chaque année par le service des études de la direction des prêts de la Banque des Territoires. Et donc, comme la question porte sur le futur, c'est plus particulièrement la partie 3 que l'on va regarder, puisqu'elle propose une projection des comptes des bailleurs sociaux à long terme. D'abord, cette étude, elle a une approche globale, ce qui signifie qu'elle ne va pas forcément refléter toute l'hétérogénéité du secteur et des situations individuelles. Et ensuite, ce qui est proposé, ce ne sont bien entendu pas des prédictions. On ne peut pas deviner ce qui va se passer dans le futur. Ce sont les résultats d'un modèle qui reprend le scénario macroéconomique du groupe Caisse des dépôts, dont on vient de parler, auquel on injecte des hypothèses sectorielles. Et en fait, les résultats obtenus sont bien sûr sensibles aux hypothèses que l'on a retenues. Mais alors concrètement, ça donne quoi, Perspective 2022 ? Alors ce que dit l'étude 2022, c'est que oui, les tensions inflationnistes à court terme vont impacter le secteur, mais grâce à une situation financière saine et solide, qui est d'ailleurs décrite dans la partie 2 de l'étude Perspective, eh bien, en fait, le secteur va pouvoir relever ces challenges qui sont réels et dont on a parlé, et continuer à investir, que ce soit en construction, à un rythme compris entre 90 000 et 95 000 logements jusqu'en 2027, ou en réhabilitation, à raison d'un rythme soutenu qui atteint jusqu'à 125 000 logements par an en 2026 et en 2027. Mais vous indiquiez, Gwenaëlle, que l'ensemble de vos projections sont très sensibles aux hypothèses que vous retenez. Alors justement, quelles sont les hypothèses que vous avez retenues dans le cadre de Perspective 2022 ? Oui, alors par exemple, pour l'édition de cette année, le scénario retient le bouclier loyer, qui a été inscrit en loi de finances rectificative à l'été 2022.
Et donc Pierre Laurent en a parlé, il est important que les organismes appliquent des augmentations de loyers à l'IRL, et notamment en 2024, puisque cette année-là, l'indicateur de référence devrait être en décrochage avec l'inflation. Ensuite, concernant les hypothèses macroéconomiques, le scénario de l'édition de cette année retenait déjà un contexte économique dégradé, de l'inflation en 2023, en 2024 et des taux d'intérêt qui augmentent. Cela dit, on a bien conscience que ces derniers mois, ce contexte s'est dégradé encore davantage avec une inflation un peu plus forte, que l'on attend un peu plus persistante et des taux qui ont augmenté plus rapidement. Et donc, ça a d'ailleurs donné lieu à la mise à jour du scénario macroéconomique du groupe. Alors, même si ces développements récents sont de nature à accentuer les difficultés, eh bien, pour le secteur, à court et moyen terme, ça passe grâce à la solidité financière dont on a parlé. Alors Gwenaëlle, c'est vrai que quand on discute avec les dirigeants du secteur, votre propos ou la vision que vous portez paraît un petit peu optimiste, non ? Alors, c'est vrai que notre analyse nous mène à aborder cette période complexe de façon plutôt sereine. Cela dit, on en a bien conscience, des contraintes économiques et financières existent. On ne peut pas les nier, on ne souhaite pas les nier d'ailleurs. Mais si on regarde ce qui perturbe le secteur, donc la hausse attendue du taux du livret A, l'augmentation des coûts de construction, des coûts de l'énergie qui complexifient clairement l'exploitation des bailleurs et interrogent leur capex, eh bien ces éléments-là, dans le scénario central actuel, y compris celui mis à jour évoqué à l'instant, eh bien, ne sont pas considérés comme durables. Donc on peut espérer que le secteur ne soit pas chahuté comme cela durablement. Ensuite, quand on parle de logement social, on parle d'une activité au modèle économique solide, qui répond à des besoins fondamentaux en logement, qui est insérée dans un ensemble de réglementations et qui également a un rôle très important dans un des défis actuels majeurs qui est la transition écologique et énergétique. Et donc tout ça, c'est des éléments qui sont de nature à renforcer la résilience du secteur, qui d'ailleurs en a déjà fait preuve lors de la crise économique liée à la Covid-19. Alors quand on vous entend, on entend bien que c'est une vision à moyen et long terme, mais est-ce que finalement le secteur peut-il maintenir à court terme ses ambitions, Costa ? Oui, Edwige, le risque auquel on est confronté, c'est finalement le risque d'attentisme. Face à des incertitudes de court terme, renoncer à investir et avoir un regard de long terme. Et finalement, les bailleurs sociaux, tout comme la Caisse des dépôts, on a cette caractéristique, on est des acteurs d'intérêt général de long terme. Et donc, il est important de réussir à passer outre les zones de turbulence de court terme pour continuer à avoir une vision de politique publique et d'intérêt général. Cela a été très bien dit, on est très convaincu de la résilience du modèle sur lequel le secteur HLM est adossé aujourd'hui. Donc tous ces fondamentaux sont sains. Là, c'est très important, parce que dans des périodes où il y a beaucoup de fumée, il ne faut pas se perdre et toujours avoir en tête qu'on est sur un système aujourd'hui qui est très vertueux et dans un contexte général qui est très favorable. Néanmoins, on le sait, dans les prochaines années, on aura des résultats comptables dégradés. Il y a des effets mécaniques liés notamment à la hausse du TLA qui vont avoir des répercussions sur des ratios importants du secteur, sans pour autant que cela signifie qu'il y a une crise systémique. Ça, c'est très important. Et donc, il va falloir que toutes les parties prenantes accompagnent et prennent conscience de la nécessité d'être contracyclique dans cette période. Donc nous allons le faire, nous en tant que financeurs pivots du secteur, mais ce sera également un sujet pour les actionnaires, pour les collectivités locales, pour les parties prenantes qui veillent sur le secteur et qui devront accepter sur le court terme une petite dégradation, mais continuer à investir pour préserver le long terme. C'est ça, on le dira durant toute cette émission, continuer à avancer, mais ensemble, évidemment. Merci beaucoup à vous, Gwenaëlle Fégard. On le rappelle, vous êtes la responsable des études économiques. C'était votre première à Osons les sujets. Et on va poursuivre, évidemment, cette émission avec la seconde partie. Et cette fois, on va évoquer des sigles, mais surtout des solutions. C'est la seconde partie de cette émission. Et pour cette deuxième partie, deux invités nous ont rejoints. Avec eux, on va découvrir et on va revenir sur tous ces sigles, car ils apportent, vous allez l'entendre, des solutions, puisque vous l'avez rappelé, vous le confirmez même, le secteur est solide notamment pour poursuivre les investissements et concilier production et vert. Mais soyons honnêtes, nombreux sont ceux à ne plus s'y retrouver entre tous ces sigles, SNBC, R2020, ZAN et tant d'autres. Alors pour nous présenter les solutions de ce sigle, deux invités
invités. Bérénice Bocula, responsable du développement de l'offre au secteur HLM. Bonjour à vous. Et puis Gilles Vauclin, directeur de la TEE, la transformation écologique et énergétique. Bonjour à vous deux et bienvenue sur le plateau. Bérénice, en tant que responsable du développement de l'offre au secteur HLM, l'éco-prêt, c'est évidemment un de vos grands classiques, mais même les grands classiques se renouvellent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que surtout vous y pensez? Alors oui, on y pense, mais on fait même plus qu'y penser, puisque le déploiement de la nouvelle version de l'éco-prêt est imminente. Nous y travaillons maintenant depuis un moment avec nos partenaires, les pouvoirs publics et les fédérations d'organismes. Donc cette refonte a deux objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment de massifier la rénovation des logements sociaux, la rénovation thermique des logements sociaux. Et deuxièmement, aussi de prendre en compte dans la rénovation, ce qui est une nouveauté, le facteur carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre. Alors la massification de la rénovation des logements, elle est nécessaire pour deux raisons, et Gilles en parlera tout à l'heure plus en détail. Mais d'abord, c'est l'interdiction de location à très court terme des passoires thermiques et des logements plus généralement en étiquette EFG. Et ensuite, on a aussi le besoin de se conformer pour le secteur de l'habitat à la stratégie nationale bas carbone. C'est-à-dire que tous les logements devront être, à horizon 2050, en étiquette A ou B. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part massifier, ça veut dire massifier en augmentant le nombre de logements traités. Et donc ça, très rapidement. Donc on a un effet vraiment volume. Et ensuite, on a aussi un effet prix, puisque ça veut dire aussi mener des opérations de rénovation plus ambitieuses qu'auparavant. Donc aussi accélérer de ce point de vue-là. Et des opérations avec une ambition accrue, ça veut dire un prix de revient accru. Voilà. Alors Bérénice, on est à la 4e édition de l'émission Osons les sujets. Vous nous avez successivement présenté des dispositifs de financement concessifs pour soutenir la rénovation thermique du logement social, mais la construction elle-même peut être verte. Est-ce que ça fait partie de votre scope de réflexion et comment, le cas échéant, vous pouvez soutenir le verdissement de la construction ? Alors oui, c'est une nouveauté par rapport aux années précédentes. C'est vrai que jusqu'ici, sur la construction, on était plutôt axé sur la réhabilitation verte, et au niveau de la construction, on a mené uniquement des expérimentations. Donc notamment, c'était une expérimentation qu'on avait menée, je crois que c'était en 2017, sur le label E+, C-, et c'était à une petite échelle. Et donc ce label E+, C-, il visait à préfigurer la réglementation environnementale 2020, donc un fameux sigle RE 2020. Et depuis le 1er janvier de cette année, la RE 2020, elle est vraiment mise en application. Nous avons donc choisi avec nos partenaires d'orienter le reliquat de prêt de haut de bilan deuxième génération qui est bonifié par Action Logement vers un accompagnement justement de la construction verte. Donc c'est une enveloppe plus importante de l'ordre de 240 millions. Alors ce reliquat, il vient selon des conditions financières que je rappellerai, mais qui sont similaires à celles des tranches précédentes, soutenir les opérations qui anticipent le seuil 2025 au niveau carbone, donc vraiment de la RE 2020. Il faut dire que ce seuil carbone et cet aspect carbone, c'est le E de RE 2020, donc c'est environnemental, sachant qu'auparavant on était sur la RT 2012 et le T c'est thermique. Donc c'est vraiment la nouveauté, l'aspect émissions de gaz à effet de serre, et c'est pour ça qu'on a voulu axer ce produit sur la partie carbone. Donc je rappelle rapidement les caractéristiques financières de ce prêt, mais que les bailleurs connaissent bien déjà. Donc, il y a deux phases d'amortissement. Une première phase d'amortissement de 20 ans, donc avec différé total et un taux zéro, donc bonifié par Action Logement pendant cette première phase. Et là, le taux zéro, actuellement, dans les conditions actuelles, il est vraiment avantageux. Et une deuxième phase d'amortissement à taux du livret A, à plus 60 points de base. Il y a toujours des contreparties sous forme de droits de réservation au bénéfice d'Action Logement. Et on a un montant par logement fixé à 12 000 € par logement. Donc nous avons aussi ajouté un bonus énergie. Donc, comme son nom l'indique, c'est facultatif. Et l'éligibilité, elle est bien sur le carbone, mais il y a quand même un bonus énergie sur ce qu'on appelle le B-Bio, et qui est de 4 000 € par logement. Donc l'appel à manifestation d'intérêt, il est ouvert depuis juin et jusqu'à la fin de l'année 2022, jusqu'à fin décembre. L'appel est donc lancé. Alors justement, pour être toujours plus concret, eh bien, on va aller sur le terrain et plus précisément dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur place, rencontre avec l'un des premiers bénéficiaires du PHB vert. Le bailleur Alpad nous en dit en effet un peu plus encore sur son opération innovante qui pousse toujours plus à aller plus loin. Regardez. On a pour ambition de développer un programme de 60 logements locatifs aidés, 12 logements inclusifs, ainsi que des locaux d'activité
sur une parcelle arborée qui se trouve derrière moi, dont on va conserver les arbres. L'opération d'Alpad, située à Ambilly, est exemplaire à plusieurs titres. Elle mixe logements locatifs sociaux, logements inclusifs et logements en bail réel solidaire et cible les indicateurs 2025 en ayant recours à une énergie totalement décarbonée. Pour cela, on va mettre en œuvre des solutions techniques spécifiques, donc solutions mixtes bois-béton, panneaux photovoltaïques. On va se brancher sur le chaufferie bois d'Annemasse et Étoile. C'est une opération extrêmement ambitieuse qui nous permet de prétendre au financement PHB2, construction verte de la Banque des Territoires, ainsi que le bonus énergie, puisqu'on va essayer d'atteindre un BBio max de moins 15% sur ce programme. C'est avant tout aller plus loin sur la performance énergétique et l'empreinte carbone de notre bâtiment. Donc on va essayer d'aller au-delà des indicateurs de la RE 2020 de version 2022 pour les apporter à 2025 et voire pour certains 2028, ce qui est un enjeu extrêmement difficile à atteindre. On va être obligé demain de changer nos matériaux de construction, changer nos méthodes constructives également, et tout cela rajoute des délais, génère des études complémentaires et nous oblige à revoir l'ensemble de nos méthodes. Ça a un coût pour les organismes HLM. C'est important que la Caisse des dépôts et consignations puisse nous accompagner pour trouver un financement spécifique. La Banque des Territoires a lancé, avec le concours d'Action Logement, une offre de prêt dédiée aux constructions vertes. Ce prêt, dit de haut de bilan, distribué par la Caisse des dépôts et bonifié par Action Logement, permet le développement d'opérations capables d'atteindre dès à présent les indicateurs fixés pour 2025 par la RE 2020 en matière de performance carbone. Le PHB2 vert, construction verte, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous pour qu'on ait pu porter ce programme à ce niveau d'ambition. On a un impact social qui est nécessaire par rapport à nos locataires, c'est-à-dire on a la sobriété énergétique à leur construire. L'autre enjeu important, il est collectif, il est qu'on doit, dans notre cycle de construction, aider à la baisse des gaz à effet de serre. On espère vraiment que la Banque des Territoires va nous aider à poursuivre ces efforts, puisque quand c'est ambitieux, aujourd'hui c'est coûteux. Et merci de l'effort conjoint qu'on peut réaliser. Vous l'avez entendu, ensemble pour réussir, et c'est évidemment dans cette idée qu'on va poursuivre avec les sigles, notamment le ZAN et le SNBC. Alors bien sûr, on l'a entendu avec Bérénice notamment, vous soutenez la construction verte, mais vous le savez, le travail des bailleurs qui nous écoutent est compliqué. Ils entendent parler du ZAN, de SNBC et bien d'autres. Une fois pour toutes, Gilles, peut-on clarifier ces sigles, s'il vous plaît ? Alors je vais essayer de faire un effort de décryptage. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. C'est un objectif de sobriété foncière en fait, en réalité, qui a été introduit dans la loi en 2021 et qui fonctionne en deux étapes. Une première étape en 2031 où il faut diminuer par 2 le rythme d'artificialisation, et puis 2050 où il faut être à l'équilibre en fait entre consommation et restitution à la nature. Donc voilà, donc pour les bailleurs, ça veut dire en clair qu'il y aura des contraintes évidemment sur la consommation d'espace et donc sur l'obtention des permis de construire à moyen long terme. Sur la partie SNBC, Stratégie nationale bas carbone, on est vraiment sur le volet climatique. Donc l'objectif c'est d'arriver à une neutralité carbone en 2050, là encore, même date pour y arriver, mais avec des étapes qui sont déjà mises en place, que Bérénice d'ailleurs a évoqué tout à l'heure, donc des étapes sur la réglementation avec la RE 2020 qui a été introduite en 2022, sur la construction neuve, et aussi des étapes sur la rénovation, avec là aussi la loi climat-résilience en 2021, qui a imposé la rénovation d'ici 2034 des classes E, F, G. Mais plus globalement, la neutralité carbone, c'est faire évoluer tout le parc en fait, de logement et de logement social. Et c'est donc toutes les constructions, rénovations qui devront être traitées dans ce délai, évidemment avec des conceptions à introduire dans la construction, la rénovation, sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur la connexion au réseau de chaleur par exemple. Je vais ajouter un troisième cycle, si vous me permettez, le PNAC. Si vous l'expliquez, oui. Alors, je vais l'expliquer. C'est le plan national d'adaptation au changement climatique. On a vu cet été à quel point les conséquences du changement climatique sont puissantes et rapides. Et donc, il faut effectivement s'adapter aussi à ces contraintes nouvelles. Ça veut dire que quand on fait une construction ou une rénovation, il faut évidemment viser l'objectif de neutralité carbone, mais aussi introduire des mesures de prévention des risques. Et par exemple, la prévention du risque canicule, les îlots de chaleur, ça veut dire
introduire dans les modes constructifs des éléments sur le confort d'été, la végétalisation ou la récupération des eaux de pluie, par exemple. Et du coup, Gilles, est-ce que ces objectifs sont totalement figés ? Alors, ce n'est pas figé du tout, puisque actuellement, nous sommes vraiment en période de transition, avec notamment une réglementation européenne qui vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d'ici 2030 de 55%. Donc on passe de moins 40 à moins 55%, donc un effort supplémentaire. Et ça veut dire effectivement qu'il faut faire en quelque sorte, dans les 8-10 ans qui viennent, autant en émissions de gaz à effet de serre, enfin autant de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'on en a fait depuis 30 ans, depuis 1990. Donc on voit la taille de l'effort, donc vraiment un effort d'accélération qui est très, très puissant. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il faut traiter tout le parc de logement social et puis faire un gros effort d'investissement et d'innovation. Ça a été dit aussi dans le sujet juste avant. Ok, merci beaucoup. Et donc, on voit bien les perspectives et le cadre qui ont été rappelés par Gilles. Mais l'une des critiques qui peut être opposée, c'est qu'en soutenant la construction, on soutient l'artificialisation. Alors, je me tourne vers vous, Pierre-Laurent. Que répondez-vous à cela ? Évidemment, nous ne soutenons pas l'artificialisation. Nous encourageons au contraire toutes les initiatives visant à reconstruire la ville sur la ville et à regagner, à transformer des fonciers qui sont déjà artificialisés. La Banque des Territoires aide par exemple les acteurs locaux à favoriser, anticiper la maîtrise foncière et les dérives spéculatives avec le prêt Gaïa. Alors par ailleurs, nous travaillons avec les pouvoirs publics, avec les fédérations HLM, à un nouveau dispositif dit seconde vie des bâtiments, qui vise à permettre une rénovation, voire une transformation des bâtis pour les faire évoluer vers des performances qui s'approchent vraiment des bâtiments neufs. Alors cela permet d'offrir une alternative avant tout à la démolition-reconstruction, qui est extrêmement coûteuse en carbone, on le sait. Mais ça permet aussi de densifier et de transformer des logements lorsque cela est possible. Et donc un financement adapté de la Banque des Territoires est actuellement à l'étude pour accompagner ce dispositif. Et en matière de seconde vie, je crois, Edwige, que c'est Emmanuel Cos qui en parle le mieux. En effet, vous avez raison. On va entendre justement la présidente de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuel Cos. En effet, revient ainsi sur la seconde vie des bâtiments. On l'écoute. Les bailleurs sociaux sont depuis longtemps à la pointe de la rénovation énergétique de leur patrimoine. Et on va continuer à le faire puisque nous voulons évidemment respecter les objectifs de la loi climat et résilience, donc éradiquer les logements E, F et G. Mais à côté de la réhabilitation, on voit bien qu'il faut inventer de nouvelles manières de faire. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à la question de la seconde vie. Notre idée, c'est aller plus loin que la réhabilitation sans démolir. Donc restructurer des immeubles totalement et demain y proposer d'autres types de logements, d'autres usages, d'autres distributions, une transformation complète, mais qui en même temps va redonner évidemment beaucoup de temps de vie à ces logements. Et c'est ça qu'on appelle la seconde vie des logements. La philosophie de la seconde vie, c'est qu'à partir d'un bâtiment existant, on ne va pas le démolir et on va intervenir dessus pour en faire quelque chose d'autre. Ne pas le démolir, ça veut dire ne pas produire de déchets de chantier supplémentaires, ne pas accélérer et augmenter son coût carbone, puisqu'en fait, on va travailler sur l'existant. L'avantage supplémentaire, c'est que comme on ne démolit pas, on ne consomme pas non plus un foncier différent. On va rester sur les mêmes emprises foncières. On pourra garder les hauteurs qui sont décidées. On pourra rester donc des choses déjà acquises. Enfin, il me semble qu'à terme, ça peut être aussi une approche qui nous permette de redonner du logement dans des patrimoines. Sur peut-être il y a 10 ans, on se serait dit qu'il fallait changer complètement les choses et qu'en fait, on n'avait pas de capacité, de solution pour améliorer les conditions de vie dans ces logements. Donc il y a beaucoup d'avantages. C'est peut-être plus technique, c'est plus complexe, mais ça permet, me semble-t-il, de répondre à la question de toujours continuer à offrir du logement sans consommer plus de foncier. Notre relation avec la Banque des Territoires, c'est une relation historique et bailleurs sociaux comme Banque des Territoires, nous sommes des acteurs qui pensons le temps long. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Banque des Territoires nous offre des prêts à très long terme sur de l'offre nouvelle ou sur des programmes de réhabilitation. Je pense notamment aux éco-PLS. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de construire avec la Banque des Territoires, c'est d'écrire ensemble le cahier des charges de ce que reste cette seconde vie, donc de savoir qu'est-ce qui la différencie de la réhabilitation, trouver un cadre qui explique un peu les cahiers des charges minimums, sans être non plus trop restrictif,
et ensuite de régler des tas d'autres sujets. Les garanties d'emprunt, les questions de la fiscalité, est-ce qu'il y a des autorisations spécifiques, est-ce qu'il y a des agréments à aller chercher? Parce qu'à travers cette seconde vie, on essaie d'aller chercher des financements qui autrefois étaient proposés pour des offres nouvelles, neuves, et d'aller chercher les offres de la réhabilitation. Donc c'est aussi un changement de culture, hein. On hybride deux offres. C'est un changement de culture pour les bailleurs HLM, c'est un changement de culture pour nos partenaires de la Banque des Territoires, c'est aussi un changement de culture pour les pouvoirs publics, qui avaient encore beaucoup de mal à réfléchir comme ça. Notre objectif avec Éric Lombard, c'est de pouvoir lancer 10 000 logements en seconde vie dès 2023 et au fil du temps, de vraiment grossir le nombre de ces logements qui vont faire l'objet de ces travaux très particuliers. Costa, quand on entend Emmanuel Cos, forcément, c'est inspirant. Oui, c'est très inspirant et vraiment, je veux saluer la capacité d'innovation du secteur HLM porté par l'Union sociale pour l'habitat. Et la seconde vie en est une très bonne illustration. C'est vraiment un dispositif qui a été proposé par les bailleurs, qui aujourd'hui est très consensuel, avec un vrai potentiel de transformation sur les territoires et qui est probablement la meilleure réponse entre les enjeux de construire plus et de préserver l'artificialisation des sols. Et on a bon espoir, avec l'ensemble des partenaires et l'État, de pouvoir mettre en œuvre ce dispositif rapidement. Le verdissement des territoires, j'aimerais prendre un petit temps sur ce point-là, ce n'est pas uniquement des mots, ce sont des solutions concrètes. Et nous, on est très à l'écoute des besoins. C'est ce qu'on a fait également sur l'éco-prêt, comme le rappelait Bérénice, on le fait évoluer. On accroît l'enveloppe avec le soutien du ministre de l'Économie et des Finances. On pourra mettre jusqu'à 6 milliards d'éco-prêts à taux bonifié pour transformer les logements sociaux et les réhabiliter d'un point de vue thermique et d'un point de vue carbone, en considérant que les nouvelles étiquettes permettent aujourd'hui de faire le saut énergie et carbone. Et on augmente le plafond par logement à 30 000 €, ce qui tient compte de la réalité que nous connaissons aujourd'hui, c'est que ces opérations sont plus coûteuses que par le passé. Donc c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de faire du concret. C'est ça, agir toujours. Merci à vous trois pour vos réponses concrètes et sans tabou, on l'a dit, hein, c'est l'émission Osons les sujets. Et on va évidemment poursuivre cette émission avec ce même objectif, hein, toujours. Et pour cette troisième partie, eh bien, on va se poser cette question, des quartiers verts, pour de vrai ? Et voilà, le temps que les invités s'enchaînent, eh bien, on va accueillir Marina Alcade. Alors bien sûr, l'objectif essentiel de la seconde vie du bâtiment est de permettre des économies en carbone, mais également la non-artificialisation des sols. On l'a dit durant cette émission. Et dans cette optique de désartificialisation que se structure en ce moment une action pour justement permettre le verdissement des quartiers. Vous en parliez à l'instant, Costa. Et pour en parler, eh bien justement, Marina Alcade nous a rejoint. Bonjour à vous, Marina. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes la directrice politique de la ville à la direction des prêts. Et dans un instant, eh bien, on découvrira avec vous les actions concrètes mises en place. Avant ça, Costa, on entend évidemment parler de plus en plus de verdissement des quartiers. Ceci concentre un ensemble de difficultés, hein, forcément. Mais beaucoup se posent la question, le verdissement est-il vraiment la priorité ? Oui, c'est vraiment une priorité majeure de politique publique aujourd'hui. Ça a été très bien affirmé par le ministre Olivier Klein, qui va aussi s'exprimer dans quelques instants. En fait, notre constat est finalement assez simple. Ces quartiers, ces territoires sont plus concernés que les autres par les crises que nous traversons. La crise énergétique, quand on vit dans un quartier, c'est moins d'opportunités d'en sortir. La crise climatique, c'est un confort d'été de plus en plus difficile à vivre. C'est des environnements urbains trop minéraux, une forte densité qui peut rendre le quotidien pénible pour des habitants qui sont déjà frappés par une précarisation accrue, notamment suite à la crise pandémique. Alors, fort de ce constat et de ce que cette réalité fait vivre aux habitants des quartiers, nous sommes engagés pour pouvoir agir aux côtés de tous les partenaires, pour pouvoir justement mettre le sujet du verdissement des quartiers au sommet des priorités. Et c'est d'autant plus important que les quartiers, très simplement, pourraient devenir les modèles d'une ville durable, respectueuse de l'artificialisation des sols. Et donc c'est ce défi, ce long chemin que nous allons devoir
franchir au cours des prochaines années, qui est une absolue nécessité sur laquelle nous allons revenir dans les prochaines minutes. C'est ça, du long terme, encore et toujours. Alors justement, vous venez de nous partager votre vision. On va entendre justement, vous en parliez à présent, celle du ministre du Logement, Olivier Klein, nous donne en effet sa vision sur le sujet. On l'écoute. Le vert est une priorité pour les quartiers populaires, comme plein d'autres priorités, bien évidemment, que l'on construit tout autour de la politique de la ville. Le vert dans les quartiers populaires, c'est pas nouveau. Si on se souvient des jardins ouvriers, les jardins partagés, et je crois qu'on peut aller encore plus loin et puis retrouver cette envie d'être ensemble, et c'était le cas avec les jardins partagés, mais on peut aller encore plus loin avec une volonté d'être aussi dans la production. C'était l'esprit de Quartier Fertile que j'ai lancé comme président de l'ANRU. C'est qu'est-ce qu'on fait pour que dans les quartiers populaires, on ait droit au beau, au bon et d'une certaine manière au meilleur. Et qu'on soit exemplaire. Que ce qui se fait dans un quartier populaire, eh bien, ça donne envie aux autres quartiers après d'y venir. Donc oui, il faut du vert. Il faut du vert parce qu'il faut penser aux espaces de fraîcheur. Les mesures pour adapter les quartiers au changement climatique, elles sont nombreuses. Il faut de la végétalisation dans l'espace public, dans les équipements publics. Je pense aux cours d'école, par exemple, dans lesquels il faut... Ces cours d'école qui étaient, dans les années 60, des grands espaces de bitume, dans lesquels il fait très chaud. Et puis, le gouvernement a annoncé un fonds vert qui va être utile à tout le pays, mais aux quartiers populaires en particulier, parce que ce fonds vert est aussi ouvert, bien sûr, aux quartiers populaires et à la politique de la ville. Il n'y a pas un lieu dans lequel la politique de la ville et les habitants n'essayent pas de faire corps et réfléchir et construire ensemble. Je crois énormément à la contribution des habitants. C'est eux qui habitent dans ces quartiers, c'est eux qui sont les acteurs de ces quartiers. Donc il faut les associer. Lorsqu'on crée un jardin partagé, il faut les associer quand on reconstruit une école, quand on réfléchit à une cour d'école avec un espace oasis pour leurs enfants. La politique de la ville ne peut pas se faire sans les habitants. Ce sont eux les acteurs et les sachants de leur quartier. Alors nous venons d'écouter les propos et la vision du ministre du Logement Olivier Klein et de Costa Castrinidis. Alors je me retourne vers vous, Marina Alcalde. Certains pourraient être tentés de penser que ce sont des déclarations d'intention. Alors concrètement, vous faites quoi sur ces sujets ? Merci Hakim. Nous faisons notre métier, nous finançons toutes les actions pertinentes pour installer du vert dans les quartiers. Et pour ça, nous travaillons sur deux axes complémentaires. Un, c'est agir pour le climat. Et deux, c'est agir pour les habitants eux-mêmes. Alors, agir pour le climat, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, Gilles l'a déjà présenté le volume, l'ambition. Il nous faut donc des actions à fort impact. Et l'échelle du quartier est une échelle tout à fait pertinente. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais elle est pertinente, puisque la moitié de l'empreinte carbone d'un Français est liée aux aménagements de son quartier. Quel réseau de chauffage, quel transport, etc. Donc là, nous travaillons activement sur plusieurs leviers. Je vais en citer juste 3, mais qui ont une action un petit peu massive. Le premier, c'est évidemment la rénovation des bâtiments. Nous avons beaucoup évoqué la rénovation des logements sociaux. Il y a aussi les bâtiments publics. Et nous sommes là, financeurs, aux côtés des maîtres d'ouvrage. Après, il y a la question du raccordement au réseau de chaleur. Alors, dans les logements sociaux sont déjà plus raccordés que le reste du parc français. On est à 20% de raccordement par rapport à 10%. Nous avons la conviction qu'on peut faire plus. Nous finançons d'ailleurs une étude avec la Fédération des offices publics HLM pour identifier des potentiels de raccordement en plus. Et puis, troisième gros levier, c'est essayer de produire et de consommer de l'énergie localement. Sur les énergies renouvelables, des centrales photovoltaïques, essayer d'identifier une taille critique où on peut installer des panneaux, développer les installer et les exploiter. Donc là, il y a des solutions où la Banque des Territoires a investi et partenaire et qui peuvent être utilisées et déployées par les maîtres d'ouvrage, pareil, bailleurs sociaux, collectivités. Donc ces actions-là, c'est agir pour le climat. Mais évidemment, on agit aussi pour les habitants, puisqu'on aide aussi à réduire leur facture énergétique. Mais après, là, je voudrais passer à des actions qui sont plus liées
pour l'adaptation au changement climatique des quartiers eux-mêmes, le cadre de vie dont a parlé Costa tout à l'heure. Et là, ce sont des enjeux qui sont vraiment pris en compte par de nombreuses collectivités dans les grands projets de renouvellement urbain qu'elles mènent. Donc, les exemples sont très nombreux. Nancy, Metz, Mulhouse, qui a décidé de mettre vraiment l'eau et la nature au cœur de son projet de renouvellement urbain pour redonner de l'attractivité au quartier. Donc, on peut le faire pour les quartiers qui sont dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, le NPNRU. Il faut le faire pour tous les quartiers. Donc et d'ailleurs, en fait, on n'est pas obligé de le faire que dans des grands projets urbains. On peut le faire aussi avec des actions plus ponctuelles, installer des arbres, des zones de ressourcement, travailler les cours d'école, le ministre nous en a parlé. Voilà, donc pour faire tout ça, par contre, ce qui est toujours important, c'est essayer d'agir. Avant d'agir, c'est de poser un diagnostic avec les différentes parties prenantes, il y en a beaucoup, et puis s'accorder ensemble sur un plan d'action. Et là, la Banque des Territoires est là pour accompagner les bailleurs, enfin les porteurs de projets, collectivités, voilà, dans cette ingénierie. Puis nous avons aussi toute une boîte à outils, un peu que nous souhaitons proposer, alors que ce soit pour réinventer l'arbre dans la ville avec la société forestière, des solutions aussi liées à l'économie sociale et solidaire, pour collecter et traiter des biodéchets par exemple. Enfin, voilà. Alors forcément, les outils et les actions sont très nombreux, hein, on l'a entendu. Mais comment ça s'organise concrètement? Vous êtes seul? Non, pas du tout. Nous travaillons vraiment en partenariat, c'est un travail d'équipe. Au premier chef, l'État qui donne une impulsion forte. Le ministre nous l'a dit, c'est une priorité. Donc voilà, il y a le fonds vert qui est mis en place pour financer cette transformation écologique et les quartiers vont pouvoir mobiliser ce fonds. Et puis nous sommes partenaires de l'ANRU qui lance la démarche quartier résilient pour revoir les projets du NPNRU à l'aune de ces enjeux et puis des objets plus précis sur une cinquantaine de quartiers, donc nous sommes partenaires et volontaires dans cette démarche. Et puis, je vous l'ai dit, l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner la transformation écologique de tous les quartiers, donc nous serons là aussi pour que, comme on la décline dans les futurs contrats de ville. Le dernier point, très clairement, là je parlais beaucoup d'acteurs institutionnels, publics, il faut faire tout ça avec les habitants. On ne peut pas faire sans eux, il faut faire avec, puisque la transformation écologique des quartiers, ce sont des nouveaux usages de l'espace public, des bâtiments, des logements. Il faut que ça réponde aux besoins, il faut que ce soit compris pour que ça marche. Voilà, donc c'est même aussi une exigence pragmatique. Et juste pour conclure, ce que je veux vraiment dire, c'est que notre ambition, c'est de faire des quartiers verts. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marina Alcade, pour vos réponses et vos exemples très concrets sur ces actions et sur le verdissement des quartiers. Des actions qui viennent évidemment répondre, on l'a bien compris, aux besoins toujours croissants de la population. Et justement, puisqu'on parle de ces besoins croissants et de solutions à apporter, eh bien, la data semble en effet être l'une des solutions. Et c'est le thème de cette 4e partie, quand la data vous veut du bien. Et pour en parler, eh bien, Hakim Lalou, vous changez de place et surtout de casquette pour reprendre votre vrai rôle en tant que directeur innovation et stratégie groupe HLM. Costa, vous êtes évidemment toujours avec nous sur le plateau. Et après tout ce qu'on vient d'évoquer, pourquoi finalement portez-vous l'innovation data au service du secteur HLM? Finalement, n'est-ce pas un peu gadget dans ce contexte? Non, la data, et même plus précisément l'intelligence artificielle, fait vraiment partie des réponses qui vont nous aider à réussir une transformation écologique efficace. Et à 2 niveaux finalement. Premièrement, il ne faut pas se leurrer, il y a au quotidien chez les bailleurs sociaux comme chez tous les acteurs économiques une nécessité à arbitrer, prendre des décisions d'investissement. Et prendre des décisions d'investissement en étant éclairé de manière objective par la donnée, c'est bien. Prendre des décisions en étant éclairé rapidement par une intelligence artificielle qui va faire une partie du boulot, c'est encore mieux. Et donc, c'est ce qui nous a amené à remonter la chaîne de valeur et à travailler avec nos partenaires sur ces grands enjeux de prise de décision en utilisant la data comme un véritable levier
d'efficacité. Et le deuxième point, c'est finalement la nécessité de mettre en œuvre des gains de performance. Je pense que toutes les structures aujourd'hui ont encore plus que par le passé, dans le contexte inflationniste que nous connaissons, la nécessité et l'ambition de pouvoir être gagné en productivité, gagné en performance. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est encore au tout début de l'histoire. L'intelligence artificielle a un potentiel qui est encore très sous-exploité. Et donc nous dépêchons en quelque sorte de l'exploiter et de le mettre à disposition de nos clients, de leurs collaborateurs et de nos collaborateurs aussi. Alors justement, Hakim, on l'a dit, cette fois vous intervenez en tant qu'invité. Et justement, depuis 4 saisons, vous avez pris l'habitude de nous annoncer finalement la sortie d'un petit nouveau dans la gamme data de la Banque des Territoires pour le secteur HLM. Alors on fait comme d'habitude ? Mais écoutez Edwige, en fait non. Non, parce qu'on va faire mieux. On lance un tout nouveau dispositif, une innovation data qui va intégrer notre gamme d'innovation data dédiée au secteur HLM avec Radar OLS. Alors Radar OLS, c'est quoi ? C'est finalement un objet, un dispositif qui est assis sur les data science et qui permet de finalement faire le lien entre l'ensemble des informations existantes, entre d'une part les logements qui ont été agréés, disponibles dans les SI de l'État, CISAL, et l'ensemble des opérations, des logements que nous avons financés. Et très opérationnellement, c'est loin d'être trivial. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est que l'on a travaillé individuellement sur chacun des 1,2 million de logements que nous avons financés depuis 2010 et le million de logements qui ont été agréés depuis 2013. On a appliqué nos fameux réseaux de neurones convolutifs qui sont venus analyser les 75 000 pièces justificatives associées à ces opérations pour extraire de manière automatisée et massive l'ensemble des informations cibles justement pour ce dispositif, puis par la même occasion pour faire un petit peu de mise en qualité de nos propres données dans nos SI. Et à partir de là, finalement, on a construit des croisements de data géographiques avec des taux de matching qui atteignent les 98-99%, donc des choses extrêmement satisfaisantes et qui nous permettent de suivre l'entièreté de la vie du logement, de son agrément jusqu'à sa sortie de terre. Et donc, on commence à se connaître, donc je commence à... voilà, j'attends la question qui suit, en particulier, c'est OK, ça paraît technique, mais ça sert à quoi ? Alors, Radar... Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Radar OLS, c'est un dispositif totalement gratuit, qui ne nécessite aucune information à fournir par les bailleurs, qui sera dans un premier temps ouvert à l'ensemble des dirigeants des groupes HLM avant l'extension à l'ensemble des dirigeants, bien évidemment, du secteur. Et son objectif, c'est finalement de donner une vision industrielle sur la dynamique de construction de logements sociaux, de l'agrément à la sortie de terre, avec en corollaire les fameux taux de chute, c'est un débat de politique publique actuellement, avec une vision à l'échelle groupe, à l'échelle de chacune des filiales, un certain nombre de comparables sectoriels, territoriaux, et puis finalement ça vous donne du coup bien une vision des dynamiques de production de votre appareil productif, de construction. Ça vous permet d'avoir une vision sur les fameux effets inflationnistes, sur les différentes lignes de bilan des opérations, entre le moment où vous agréez votre opération et le moment où vous la faites sortir de terre, où vous la financez. Et puis, dernier élément, pour en rester là, c'est typiquement avoir des éclairages sur le caractère plus ou moins vert des logements sociaux que vous construisez. Et on sait que dans le contexte global de taxonomie européenne, c'est un sujet on ne peut plus important. Et donc, Radar OLS, à la fin, c'est un outil qui vient éclairer, qui vient aider la décision stratégique. Encore une fois, il est gratuit, il ne nécessite aucune information complémentaire à apporter et donc il permet, d'apporter justement un éclairage complémentaire pour le pilotage de votre institution, 2, d'apporter des éclairages de politique publique. On parlait des lois d'écoulement, des agréments, signatures, taux de chute. Puis dernier élément, et Costa le rappelait, c'est un dispositif qui va aider à la performance opérationnelle puisque on arrive à faire le lien entre un ensemble d'informations. Mais au-delà de ça, si on se projetait un petit peu, typiquement, si on arrivait à consommer, par exemple, de manière apaisée les données de CISAL, le dispositif de l'État, ces algorithmes de Radar OLS, ils permettraient quoi ? À vous, bailleurs sociaux, de ne plus avoir à renseigner la moindre information, la moindre donnée, la moindre pièce justificative que vous auriez déjà fournie au moment de l'agrément de l'opération. Et donc Radar OLS sont des formidables perspectives.
Mais alors, à vous entendre, évidemment, on a l'impression que c'est vraiment un outil parfait. Mais vous le savez, Hakim, l'avis des clients reste évidemment le seul avis vraiment pertinent. Alors, on va donc justement entendre le directeur général du groupe Habitat Réuni sur ce sujet, justement. Julien Paul nous dit justement ce qu'il en pense. La découverte de Radar OLS a été tout à la fois pour moi une découverte, au sens littéral du terme. Je ne savais pas que ces services existaient à la Banque des Territoires, mais je dois dire une très belle découverte, parce que l'apport de valeur de cette approche data science par la Banque des Territoires est un atout absolument considérable dans la lecture critique qui nous est nécessaire dans notre activité. Et quand on sait derrière tout le travail, toute la technologie, toutes les compétences qui sont nécessaires pour mettre à disposition de services, compétences qui ne sont pas accessibles à tout un chacun. Je ne crois pas que tout le monde soit en capacité de faire un réseau de neurones convolutifs, par exemple, ce qui est nécessaire pour l'autre offre de service qui est Radar Garant. Et je trouve extrêmement riche et précieux, en matière d'intérêt général, que la Banque des Territoires ait choisi de prendre ce chemin qui éclaire d'un angle nouveau et tout à fait riche et précieux l'activité des organismes que nous sommes. L'apport d'un outil comme Radar OLS est assez essentiel dans l'enrichissement de la vision stratégique des groupes et des organismes de logement social. A fortiori peut-être de façon encore plus sensible pour les groupes qui ont des enjeux d'agrégation de données, d'enrichissement de leurs outils décisionnels, quelquefois multifamilles, et le fait que nous puissions nous enrichir via ces outils de données en open source, en open data, travailler, agrégés, qui sont en capacité de pouvoir être manipulés pour produire une information de plus en plus riche, participant de nos décisions, est un atout absolument considérable dont je ne peux que remercier la Banque des Territoires de nous faire profiter. Radar OLS, et plus sûrement l'offre de services data science de la Banque des Territoires, est un atout et surtout un formidable appel d'air sur ce qui pourrait être proposé par la suite. Aujourd'hui, Radar OLS nous donne à lire l'activité d'investissement, et cette activité est essentielle, notamment pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on appelle les taux de chute, pour mieux comprendre face à une crise du logement pourquoi nos intentions ne se traduisent pas davantage en actes, en logement, susceptibles d'apporter des réponses aux enjeux de l'habitat qui sont particulièrement saillants aujourd'hui. Je crois que Radar OLS est aussi à entendre comme un des outils décisionnels de l'ensemble des acteurs de l'intérêt général qui couvrent cette question du logement. La question des investissements, à ce titre, n'est probablement pas le seul sujet qui est à couvrir, et je gage que la Banque des Territoires, probablement dans une logique itérative avec les organismes, pourra s'interroger sur d'autres questions. À ce titre, la question des aspects extra-financiers de notre activité, qui va gagner en sensibilité très certainement dans un avenir proche, pourrait mériter une approche technique du même type pour mieux comprendre, d'une part, mais aussi probablement pour mieux rendre compte de la valeur ajoutée d'utilité sociale qui légitime notre activité de bailleur social et des fonds d'épargne qui nous permettent de la mettre en œuvre. Hakim, juste avant la vidéo, vous nous disiez que l'on faisait mieux que d'habitude. Vous vous doutez bien qu'on attend désormais des preuves et du concret, Hakim. Et effectivement, Edwige, le contraire m'aurait étonné de votre part. Et donc absolument, en fait, on fait mieux et on innove, puisqu'en parallèle du lancement du dispositif Radar OLS, sa naissance, on a le plaisir également d'annoncer la gestation sur 9 mois d'un futur dispositif, Prioréno Logement Social, en partenariat fort avec l'Union sociale pour l'habitat, et les institutions Enedis et GRDF. Donc c'est un dispositif, Prioréno Logement Social, qui va être assis sur le socle technologique que nous avons d'ores et déjà bâti et déployé avec Prioréno Bâtiment Public. Ça a été déployé il y a un mois. C'est à disposition des élus locaux pour la priorisation indicative des bâtiments publics dans le contexte énergétique exceptionnel que l'on connaît. Et donc Prioréno Logement Social, ça sera un dispositif pour lequel, sur simple autorisation d'accès à
à vos propres données réelles de consommation en électricité et en gaz grâce à des API que l'on consomme de nos partenaires Enedis et GRDF et sans aucune autre information à fournir, eh bien on vous apportera des éclairages sur votre parc, sur vos niveaux de consommation qui seront complémentaires à l'expertise que vous avez d'ores et déjà, parce que la connaissance du parc, c'est bien évidemment au cœur des prérogatives et de l'expertise du secteur HLM. Et donc typiquement, face à l'hétérogénéité en la matière, on mettra à disposition une vision temps réel sur les niveaux de consommation réels en électricité et en gaz, bâtiment par bâtiment. Et donc ça ne sera pas du suivi de facture ou en euros, ça sera vraiment de la consommation énergétique pour faire écho aux enjeux environnementaux, puis aux enjeux bien évidemment d'indépendance énergétique. On vous mettra à disposition bien évidemment des comparables sur le bâti, sur votre parc, et puis des comparables territoriaux et sectoriels. Et puis surtout, peut-être pour en conclure par là, un éclairage. La Banque des Territoires est aujourd'hui la seule institution à disposer de l'intégralité des informations sur les 800 000 logements sociaux qui ont été rénovés thermiquement de manière ambitieuse depuis 2009 en ayant bénéficié de l'éco-prêt. Et donc grâce à ça, grâce à ces données qui sont uniques, eh bien on aura la capacité dans PrioRénov Logement Social de vous donner des éclairages stratégiques avec l'analyse de l'évolution des consommations réelles entre avant et après votre rénovation. Mais là où on ira un peu plus loin, c'est que ça sera en fonction des montants que vous avez investis, en fonction des gestes que vous avez pratiqués. Et donc, la data, elle sera à votre disposition pour un éclairage nouveau pour construire votre propre stratégie de rénovation grâce à la data, votre data et de la data dans des volumétries massives. Ouais. Alors, on va tenter d'en savoir encore un peu plus sur justement PrioRénov. Et pour cela, on va entendre le data scientist qui a travaillé justement à la conception et au déploiement du dispositif. On écoute donc Servan Bogus. PrioRénov, c'est un dispositif basé sur de la data, sur plus de 2000 gigaoctets de données, des données qui sont traitées, croisées et valorisées. On utilise principalement les données de cadastre et les données de bâtiments, avec les fichiers fonciers et la BD Topo, ce qui nous permet d'avoir des informations sur les bâtiments telles que la géométrie à l'aide de l'imagerie aérienne et la modélisation 3D issue de l'IGN. On a également des informations sur les propriétaires, ou encore, pour les bâtiments, on peut connaître l'année de construction ou encore les matériaux de construction. L'autre base de données importante qu'on utilise sont les consommations énergétiques réelles des bâtiments grâce à notre partenariat avec Enedis et GRDF. L'objectif pour la collectivité, c'est de donner une première vision de son parc immobilier et une priorisation indicative des rénovations à étudier. On ajoute également d'autres bases de données pour enrichir l'information, pour aider l'utilisateur dans sa décision. Par exemple, des informations sur les établissements scolaires, ou encore le zonage politique de la ville, ou encore les diagnostics de performance énergétique. Il faut savoir que PrioRénov a été co-construit avec les collectivités et avec des experts, avec pour objectif de répondre aux besoins. Donc même si c'est un outil qui est basé sur des données massives et sur des approches data science, c'est un outil simple d'utilisation qui permet des visualisations simples et propose des indicateurs pertinents. L'utilisateur a la possibilité d'extraire les résultats et ainsi obtenir clé en main une agrégation d'informations à forte valeur ajoutée. Les résultats pour la collectivité, c'est dans un premier temps d'avoir une vision bâtiment par bâtiment de son parc immobilier avec une cartographie. Dans un second temps, de connaître la consommation énergétique réelle de son parc immobilier. Et enfin, de lui proposer une priorisation indicative selon l'axe consommation par mètre carré pour les rénovations à mener. Nous avons également challengé la fiabilité des résultats lors de la conception de l'outil, avec notamment pour une grande ville du Sud, nous avons comparé les résultats de PrioRénov à un audit énergétique qui a été d'ailleurs cofinancé par la Banque des Territoires sur 10 mois, qui a coûté 150 000 € à la collectivité. Et en conclusion, nous avons eu le même top 10 des établissements scolaires à rénover. Donc sans se substituer à des études d'ingénierie, PrioRénov trouve son intérêt auprès des collectivités et même auprès des experts. Et dès aujourd'hui, l'outil est disponible pour toutes les collectivités territoriales de la France métropolitaine qui sont sur les réseaux d'Enedis ou GRDF. Alors on parle de PrioRénov logement social, mais avant ça, il y a d'abord eu PrioRénov bâtiment public. Est-ce que finalement cette solution a déjà trouvé son public, Hakim ? Mais écoutez, Edwige, à vrai dire, ça a plutôt dépassé nos attentes. Très concrètement, PrioRénov bâtiment public a été lancé sur la plateforme de la Banque des Territoires il y a un mois de cela. On a commencé avec 8 millions de mètres carrés qui étaient suivis en production. Aujourd'hui, un mois et demi après, eh bien, nous sommes à 23 millions de mètres carrés.
Nous avions lancé un appel à manifestation d'intérêt. L'objectif, c'était 300 collectivités. On a aujourd'hui 1800 villes candidates, dont de très grosses collectivités territoriales. Et donc la dynamique, elle est là. L'intérêt, il est là. Et peut-être pour en conclure par ça, pourquoi il y a cet intérêt ? Les gens ont déjà une expertise et une vision sur leur PAC, mais on essaye d'aller au-delà et d'apporter une vision complémentaire, de la valeur complémentaire. Typiquement, dans les versions prochaines de Prix Rénov' Bâtiment Public, eh bien, on va par exemple intégrer pour chaque bâtiment l'évaluation du potentiel d'installation photovoltaïque ou la distance de votre bâti à d'autres réseaux énergétiques complémentaires. Et ça vient concrètement alimenter votre stratégie de rénovation et ça apporte de la valeur. Merci beaucoup, Hakim, pour vos réponses. On va continuer justement avec des réponses puisqu'on a des questions. C'est vos questions, chers internautes. Vous avez été en effet nombreux à nous les envoyer avant le live. Alors, Costa, on va découvrir la première question. Le ZAN rend le foncier constructible plus rare et plus cher. Percevez-vous déjà une diminution des projets à cause de ce nouveau cadre ? Et la question est posée par Domis ESH. Costa. Alors, ce que nous constatons, c'est finalement un mouvement qui était déjà antérieur au ZAN d'augmentation des prix du foncier, de rareté du foncier constructible, qui nous a déjà amené à faire évoluer notre gamme de produits, notamment en proposant aux bailleurs sociaux, ce qui est désormais pérennisé, la possibilité d'emprunter jusqu'à 80 ans pour amortir la charge foncière. Donc c'est unique en Europe, cette possibilité qui est donnée et que les bailleurs maintenant ont bien appréhendé et qui crée vraiment un levier d'amortissement financier tout à fait pertinent. Mais c'est vrai que l'arrivée du zéro artificialisation nette, les incertitudes qui demeurent quant aux modalités de mise en œuvre, notamment des mouvements de restitution à la nature, fait naître une incertitude supplémentaire, ce qui justifie d'autant plus toute l'énergie qu'on met dans l'émergence de la seconde vie des bâtiments, mais aussi dans tout ce qu'on souhaite faire autour du recyclage du foncier existant. Je pense aux entrées de ville, aux quartiers périphériques, aux centres commerciaux, pour lesquels il y a un potentiel de foncier à réutiliser qui est extrêmement important et que nous souhaitons accompagner avec nos différentes casquettes. Alors ça, c'est pour la première réponse. On va passer à la deuxième question. Que faites-vous pour favoriser l'utilisation de la géothermie dans les logements sociaux ? Et c'est donc une question de Rodez Aglo Habitat. Oui, alors je crois que je vois très bien qui pose la question, parce qu'il était venu m'en parler, je le salue. Alors, la question pour nous aujourd'hui, la géothermie est déjà, surtout quand il s'agit d'un sujet de construction, puisque là en l'occurrence c'est le cas, est déjà embarquée dans nos financements. C'est-à-dire que c'est bien couvert, les CAPEX sont bien couverts, le raccordement à la géothermie est bien couvert par nos prêts existants. Mais le sous-jacent de la question que je perçois, c'est effectivement il y a un surcoût potentiel lié à la géothermie et probablement un potentiel de gain de valeur du fait de l'utilisation de la géothermie dans le temps, notamment avec une réduction des coûts et du prix des fluides énergétiques. De ce point de vue-là, nous, on a besoin de savoir finalement si ce potentiel est très localisé ou est-ce qu'il est reproductible. On va proposer, et c'est déjà en train d'être instruit par nos collègues en direction régionale que je salue, de pouvoir mener une étude, que nous on pourrait tout à fait cofinancer, pour étudier le potentiel finalement de la géothermie d'un point de vue financier, d'un point de vue surcoût, mais aussi d'un point de vue extra-financier, et voir s'il y a un potentiel suffisant pour pouvoir concevoir un produit dédié au niveau national. C'est toujours notre préoccupation de pouvoir mettre de l'universalisme dans la manière dont on appréhende nos produits et de pouvoir encourager les développements qui soient reproductibles sur tout le territoire. Et une nouvelle fois, à nouveau, finalement, faire ensemble, toujours. C'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Allez, dernière question peut-être. Les garanties sont essentielles, mais parfois difficiles à obtenir. Que proposeriez-vous pour améliorer les choses ? Et c'est une question d'Action Logement Immobilier. Et alors c'est l'occasion pour moi de redire effectivement l'importance dans le modèle des garanties. Bon, c'est très bien connu de nos clients. Le mécanisme du fonds d'épargne repose sur un double mécanisme de garantie. La garantie que l'État apporte à l'épargne de nos concitoyens, la garantie que les collectivités locales apportent aux emplois de l'épargne réglementée sous forme de prêts de longue durée. Et c'est vrai que c'est important que les collectivités locales continuent à soutenir
la production de logements sociaux, mais aussi leur réhabilitation. Et l'acte de garantir, qui est neutre budgétairement pour ces derniers, est un acte de politique publique et on encourage vraiment les collectivités locales, j'y reviendrai d'ailleurs dans mes propos conclusifs, à continuer à le faire, même dans des périodes qui sont des périodes plus compliquées, avec un contexte macroéconomique adverse. Il n'y a pas de raison systémique de ne pas le faire. Néanmoins, comme ce sujet est un sujet qui complique la vie de certains bailleurs, particulièrement sur certains territoires, on l'a pris en charge sous deux grandes dimensions finalement. Le premier point, c'est comment simplifier les process qui sont liés à la garantie. Donc on a mis en marché ce qu'on a appelé le parcours garant, qui vise vraiment à digitaliser toute la relation entre les bailleurs sociaux, les collectivités locales garantes, les équipes de la Banque des Territoires, pour avoir un même workflow de travail et finalement simplifier le quotidien des équipes dans chacune des parties prenantes. Donc ça, c'est un dispositif. D'ailleurs, j'invite tous nos clients qui nous regardent à s'en saisir et toutes les collectivités locales qui nous regardent à s'en saisir également, parce que ça sera créateur de valeur et de performance. Et par ailleurs, on travaille aussi à assouplir par endroits, quand vraiment on considère qu'il peut y avoir un frein en termes de politique publique, les exigences en matière de garantie. Il y a deux sujets qui sont regardés aujourd'hui. Le premier, c'est sur la réhabilitation thermique des passoires plus particulièrement, pour lequel on est en bonne voie avec la CG2LS, donc la Caisse de garantie du logement social, de mettre en place un dispositif qui permettra plus facilement aux bailleurs sociaux de ne pas aller chercher la garantie des collectivités locales et de demander celle de la CG2LS sans recourir à la subsidiarité. Donc ça, c'est le premier angle. Et le deuxième angle, finalement, c'est sur le réaménagement de dette. Ce sujet du réaménagement est un sujet majeur qui va continuer à l'être dans les prochaines années. Pour regagner des marges de manœuvre, nous, on est tout à fait ouverts à retravailler avec chaque bailleur sa dette, mais il faut qu'on puisse le faire en étant soit serein sur le fait que les collectivités locales vont continuer à garantir, soit par endroit en acceptant de prendre un tout petit peu plus de risques. C'est un sujet d'appétit au risque et finalement en évitant de ressolliciter la collectivité locale quand on touche à quelques paramètres qui sont des paramètres très structurants mais non impactant financièrement de manière trop excessive les engagements qui ont été pris lors des garanties initiales. Donc voilà, on travaille le process et on travaille à simplifier par endroit tout en réaffirmant le rôle majeur et central de la garantie dans le système d'intérêt général dont nous sommes les gardiens. Merci Costa pour ces réponses et merci surtout à vous pour vos questions, puisqu'on le rappelle, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube et sur les réseaux de la Banque des Territoires. Allez, nous voici arrivés au dernier temps fort de cette émission Osons les sujets. Nous avons évidemment évoqué de nombreux thèmes, notamment la data au service du secteur HLM. Et pour cette dernière partie, on va donc prendre un peu de hauteur. Costa et Hakim, vous êtes évidemment à nos côtés pour évoquer ce dernier thème, logement social 2050, sélection d'un certain regard. Alors, vous l'avez compris, bien sûr, il y a de véritables enjeux financiers très importants pour le secteur HLM, en lien avec le contexte énergétique et le contexte de taux. On l'a vu, il existe également des contraintes fortes à moyen long terme sur le modèle du secteur, mais fondamentalement, le secteur HLM est un investisseur institutionnel de très long terme. Il s'agit en effet d'identifier les besoins tels qu'ils seront sur la durée de ces investissements. Alors, face à cette conjoncture extrêmement complexe, comment se dessine l'avenir, Hakim ? Edwige, on l'a dit à de nombreuses reprises au cours de cette émission, le secteur HLM est un secteur du long terme, avec un rôle social et sociétal qui est évident dans le contexte actuel et a fortiori vu les perspectives complexes qui s'augurent. Nous sommes nous-mêmes un financeur du long terme et donc nous avons besoin d'une vision de long terme pour apporter finalement des solutions financières adéquates aux problématiques qui vont apparaître à l'avenir. Et c'est finalement ce à quoi on s'est attelé pendant 9 mois dans le cadre d'un think tank éphémère dédié à la vision sur le logement social à horizon 2050. Pour ça, on a réuni près de 35 experts et personnalités qualifiées avec des profils extrêmement variés, des experts du logement social, de l'aménagement, de la promotion, des démographes, des sociologues, des économistes et également des élus
de bords différents et des 2 chambres, ce qui a permis bien justement d'alimenter ces travaux qui sont inscrits dans le cadre d'une démarche, d'une méthode spécifique de prospective qui est le Strategic Foresight. Et ce à quoi on a été extrêmement vigilant, c'est à garantir plutôt, en premier lieu, si vous voulez, la liberté totale d'expression et de conclusion de ce think tank, parce que c'est ce qui fera la valeur de ce qui en émergera. Et deuxième élément, comme je l'évoquais, c'est garantir l'hétérogénéité des expertises et des points de vue, parce que là encore, c'est essentiel à ces conclusions. Finalement, c'est une démarche qui va permettre, d'identifier puis de qualifier les futurs possibles, y compris dans leur, dimension dystopique, et on pense notamment aux ruptures sur le plan climatique, sur le plan géopolitique, sur le plan numérique. C'est un exercice qui permet d'explorer les futurs pour identifier les questions auxquelles justement le secteur, mais également nos financements vont devoir répondre. Et puis dernier élément, en corollaire, c'est un peu une refonte de notre méthode de prospective stratégique. Et on a cette certitude, c'est que finalement les conclusions de ces travaux, de ces réflexions, vont venir alimenter les développements futurs des dispositifs financiers qui seront là demain pour répondre aux besoins du secteur HLM. Alors justement, Costa, vous êtes à l'origine de ce travail collectif qu'évoque Hakim. Après plusieurs journées de travail, quels sont finalement les résultats et surtout à quoi ressemblera le logement social 2050 ? Alors, je ne vais pas dévoiler toutes les composantes de ce travail, qui est un travail de grande qualité. Et je tiens d'ailleurs à saluer vraiment tous les participants qui ont joué le jeu de cette démarche, qui est vraiment une démarche qui nous aide à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à imaginer un champ des possibles beaucoup plus large quand on est parfois le nez dans le guidon. Mais il y a certains facteurs sur lesquels j'aimerais revenir qui résonnent très bien avec tout ce que nous avons échangé et partagé tout au long de cette émission. Il y a un facteur démographique qui est assez central quand on essaie de projeter le monde en 2050, avec une première réalité, et les dernières études de l'INSEE nous le montrent, dans les 30 prochaines années, la population va croître 3 fois moins vite qu'au cours des 3 dernières décennies. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui est particulièrement structurante, avec en corollaire le fait qu'en 2050, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. C'est énorme. Donc ce facteur démographique est déjà un élément, même s'il ne faut pas le prendre de but en blanc en se disant qu'est-ce que ça veut dire sur la politique du logement, parce que bien évidemment, on le sait, la question de l'évolution de la structure familiale est aussi un élément très central pour identifier les besoins de logement futurs. Ouais, et alors ça, c'est la partie démographique, mais au point de vue environnemental. Alors du point de vue environnemental, tout l'exercice, et on en parlait tout à l'heure, le zéro artificialisation nette, est de voir finalement comment ce sujet va, dans les 30 prochaines années, être approprié par l'ensemble des acteurs, et qu'est-ce qu'il va entraîner comme changement industriel, comme changement d'approche sur la manière de penser la ville, de penser l'aménagement du territoire. Et puis il y a un autre facteur, alors qu'on n'a pas pu creuser jusqu'au bout, et qui est pour le coup, comme le disait Hakim, un peu plus dystopique encore aujourd'hui, mais c'est certain que l'accélération du réchauffement climatique va probablement générer des questions d'habitabilité du territoire. Et donc le fait de se dire qu'on pourrait avoir des migrants nationaux climatiques dans les prochaines années, en tout cas à horizon 2050, n'est pas une idée totalement farfelue. Et donc ces évolutions-là vont naturellement nous amener, avec l'ensemble des acteurs du secteur, à trouver des solutions pour accompagner ces changements. Mais alors justement, quel est le rôle finalement, quel rôle doit jouer le secteur HLM dans ce contexte, dans cet avenir ? Ce qui, moi, m'a vraiment passionné et frappé, c'est que quels que soient les scénarios qui feront l'objet d'une publication début 2023 qu'on a étudiés, dans tous les cas de figure, le rôle du secteur HLM est conforté. Son importance va être centrale dans sa période. C'est une bonne nouvelle car c'est un secteur qui a démontré tout au long de l'histoire récente de la France la possibilité d'accompagner les grands changements du pays. Et ce sera également une nécessité dans les prochaines années. La question de la seconde vie des bâtiments va être essentielle si on veut penser le sujet du zéro
zéro artificialisation nette et probablement il y a un changement d'échelle à réaliser au cours des prochaines années. Et quand il s'agit de penser des flux démographiques à l'intérieur du territoire, la digitalisation des modes de vie qui est également un facteur évidemment important qui va certainement entraîner des mouvements et peut-être une démétropolisation dans les prochaines années, ce sont des éléments pour lesquels le secteur du logement social, par son échelle et par ses engagements de politique publique, aura un rôle d'amortisseur social extrêmement important tout au long de la période à venir. Ouais, alors, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Alors, Costa, pour conclure, finalement, ça veut dire quoi? L'engagement est donc maintenant et pour l'avenir? Oui, tout à fait. Alors, premièrement, je veux profiter de l'occasion pour redire aux clients qui nous regardent, aux bailleurs sociaux, tout l'engagement des équipes de la Caisse des dépôts à travers la Banque des territoires, tous les collègues en direction régionale qui sont auprès d'eux au quotidien, toutes les équipes du siège qui sont vraiment très engagées, comme elles l'ont été au cours des dernières années, en fabriquant les outils d'accompagnement du plan logement 1, le plan logement 2, le plan de relance et aujourd'hui, cette période inflationniste que nous connaissons qui va nous amener à continuer à imaginer les solutions de demain. Et ça, c'est vraiment un point central. Je veux dire également que c'est un secteur qui présente de nombreux atouts. Il a une situation financière qui est saine en approche de cette période complexe. Il a un modèle économique et un savoir-faire qu'il a pu démontrer au cours des années et au cours du temps, notamment en matière de transformation écologique, et que ces atouts-là sont une force pour pouvoir appréhender avec sérénité l'avenir. Mais il faut être aussi réaliste. La période est une période complexe qui va fragiliser un certain nombre de ratios financiers, budgétaires, et dans un contexte de remontée des taux qui ne nous donnera pas les mêmes marges de manœuvre qu'au cours des années passées. Et là, je veux aussi, par l'occasion qui m'est donnée, en appeler à toutes les parties prenantes du secteur et les collectivités locales garantes de nos financements. Il est important que toutes les parties prenantes soient très engagées pour soutenir le secteur dans cette période et notamment bien garder à l'esprit son rôle contracyclique. Il est préférable d'investir dans la période actuelle, quitte à dégrader un peu ces ratios, pour construire l'avenir, plutôt que de tomber dans le piège de l'attentisme. Et donc, vous pouvez compter sur nous et notre engagement à vos côtés, avec volontarisme, avec un esprit de solidarité qui, je l'espère, sera celui de l'ensemble des acteurs. Eh bien, c'est donc sur ces propos que se termine cette émission. Merci beaucoup, Costa, d'avoir été à nos côtés. Merci également à vous, Hakim, pour vos réponses concrètes. Merci également à tous nos invités qui se sont succédés. Enfin, merci à vous, derrière l'écran, d'être là finalement depuis 4 éditions. Et pour revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur le replay de la chaîne YouTube de la Banque des Territoires. Et on l'aura donc compris cette année encore, de surcroît dans un contexte complexe, eh bien, les sujets ont été nombreux et la Banque des Territoires a osé les évoquer et donner de vraies réponses. L'avenir s'annonce donc combatif et plein d'espoir.